Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire une première rencontre avec Gutenberg, le nouvel éditeur de contenu de WordPress qui va bientôt remplacer l'éditeur actuel qui lui est devenu un petit peu obsolète. Ce remplacement aura lieu dans la version 5. Nous sommes aujourd'hui début août 2018. Gutenberg est disponible sous la forme d'un plugin en attendant d'être intégré dans la version 5 de WordPress. Et le plugin est toujours en cours de développement. Il est donc encore possible de rencontrer des bugs en l'utilisant actuellement. Nous allons procéder de la manière suivante. Je vais utiliser le site local et le thème qui ont fait l'objet d'une série de tutoriels sur ma chaîne YouTube consacrée à la réalisation d'un thème WordPress. Je vous rappelle que donc sur ma chaîne YouTube, vous avez à votre disposition toute une série de tutoriels consacrés à la réalisation d'un thème dans WordPress et que actuellement nous sommes arrivés à la saison 8. Ce tutoriel est totalement indépendant et le thème est dans l'état à la fin de la saison 8, si vous avez suivi la série. Si vous n'avez pas suivi la série, c'est pas grave, vous pourrez quand même suivre ce tutoriel. Mais bien sûr, je vous conseille, si vous vous intéressez à WordPress, de suivre les saisons précédentes consacrées à la réalisation d'un thème. Cette version du site utilise l'éditeur classique et Gutenberg n'est pas activé. Cela nous permettra éventuellement de faire des comparaisons pour ce qui se passait avant. Ensuite, j'ai créé une copie de ce site en le dupliquant, ici, et sur cette copie, Gutenberg est activé. Et nous pourrons donc faire des comparaisons entre les deux situations. De votre côté, si vous voulez expérimenter, vous pouvez installer le plugin Gutenberg sur un site local de préférence. Pour faire ceci, vous vous rendez dans le tableau de bord au niveau de Extensions, Ajouter, et là vous allez rechercher Gutenberg, comme ceci. Une fois que vous allez le trouver, c'est celui-ci, vous allez l'installer et l'activer. Alors moi c'est déjà fait, je n'ai pas besoin de le faire bien sûr, je vous le confirme en allant dans Extension installée. Ici nous voyons que Gutenberg est activé. Au niveau de l'autre site, c'est-à-dire l'ancienne version sans Gutenberg, si je vais au niveau des extensions, ici, je vais voir que même si j'avais déjà installé Gutenberg, il n'est pas activé. Donc nous avons un site ici sur deux onglets sans Gutenberg et nous avons ici un site sur deux onglets avec Gutenberg. Nous allons donc pouvoir commencer notre exploration de Gutenberg. Je vais me rendre directement dans le tableau de bord du site avec Gutenberg, dans la liste des articles. Je constate que tous les articles déjà existants sont toujours là, et heureusement d'ailleurs. Et il y a aussi un article que j'ai déjà créé avec Gutenberg. On peut le distinguer grâce à l'étiquette qui suit son titre. Si j'ouvre un article existant créé dans l'ancienne version, comme ceci, je constate qu'il a été converti par Gutenberg à l'aide d'un bloc spécial appelé classique. Nous reviendrons plus tard sur cette conversion en fin de vidéo. Au niveau du site frontal, je constate que mon article s'affiche comme avant, bien sûr. Si je vais ici et que j'affiche l'article, ça n'a pas changé. Je reviens sur le tableau de bord, dans la liste des articles, et je vais ouvrir l'article que j'ai déjà créé avec Gutenberg, et nous allons explorer ensemble l'interface de Gutenberg. Voici un article existant. Ensuite, nous reviendrons sur la création d'un article à partir de rien. Dans cette vidéo, je vais volontairement me limiter aux blocs de type paragraphe et image pour que l'on puisse rester concentré sur l'interface et le fonctionnement de Gutenberg. Il existe plusieurs types de blocs, mais le fonctionnement global reste le même pour tous les blocs. Donc pour éviter de compliquer cette présentation, je vais me limiter aux paragraphes et aux images. Dans une prochaine vidéo, je m'efforcerai de détailler d'autres types de blocs. Alors lorsque nous examinons un article créé avec Gutenberg, nous allons constater que le contenu est distribué dans des blocs. Le bloc est l'élément de base de Gutenberg. Dès que je vais survoler un élément contenu dans mon document, je vais distinguer un cadre bleu qui matérialise les limites du bloc et je vais voir aussi une étiquette qui me dit de quel type est le bloc. Ici un paragraphe, ici aussi, encore un paragraphe et ici un bloc image. Un menu contextuel à droite du bloc va me permettre de réaliser certaines opérations.
à gauche de mon bloc, une série de 2 boutons verticaux va me permettre de déplacer mon bloc à l'intérieur de mon document. Par exemple, si je clique sur déplacer vers le haut, mon bloc va se déplacer vers le haut dans la pile. Je peux cliquer déplacer vers le bas, il va revenir à sa position initiale. Si maintenant nous cliquons dans le bloc, ici, nous allons entrer en mode d'édition et une barre d'outils va apparaître dans le bloc. À partir de là, nous pourrions éditer son contenu, par exemple comme ceci. Une fois que notre modification est terminée, pour sortir du mode édition, il va nous suffire de cliquer en dehors du bloc dans le corps du document, comme ceci. Et à ce moment-là, nous allons quitter le mode de modification. Lorsque nous sommes à l'intérieur d'un bloc, que ce soit en création ou bien en modification, par exemple ici, il faut bien comprendre le rôle de la touche Entrée. Si j'appuie avec mon clavier sur la touche Entrée ici, je vais valider mon paragraphe en cours de correction ou de création et je vais me mettre en position de saisie pour créer un nouveau bloc. Ici, je vois un bouton plus qui me permettrait, en choisissant un type de bloc, de rajouter un bloc de n'importe quel type. Si je ne choisis aucun type de bloc et si je tape directement du texte, comme ceci, il va créer un nouveau bloc. Si je fais Entrée, il va continuer. Par contre, maintenant, si je sors de la sélection après avoir créé un nouvel emplacement de bloc, l'emplacement va rester ici vide. Et cela risque au final de créer un paragraphe vide dans le contenu. Donc pour effacer ceci, vous pouvez soit le supprimer ici avec la ligne retirer le bloc, ou bien je pense que aussi la touche retour arrière, voilà, comme ceci du clavier, vous permet de le supprimer. Ça, il faut le savoir parce que si vous faites des validations avec la touche entrée sans arrêt, vous allez créer des blocs vides. Et ça, c'est pas conseillé. Le meilleur conseil que je peux donc vous donner lorsque vous modifiez un bloc, par exemple ici je rentre en modification du bloc, lorsque vous avez fini de modifier ce bloc, à ce moment-là vous cliquez dans une partie vide du document et ainsi vous allez sortir de la sélection du bloc. Et vous n'allez pas créer un nouveau bloc qui lui risquerait de rester vide. Maintenant, nous allons nous intéresser à un élément très important dans la partie droite. Il s'agit de la barre des réglages. Si cette barre n'est pas visible, il suffit de cliquer sur ce bouton ici pour la faire apparaître. Et pour la faire disparaître, vous pouvez aussi cliquer sur le même bouton ou alors même sur la croix qui est ici. Alors je fais réapparaître la barre des réglages et nous allons l'étudier. Cette barre latérale possède deux onglets, l'onglet Document et l'onglet Bloc. L'onglet Document recense tous les éléments communs au document. Donc c'est ce que nous avions avant, ici si je reviens dans un article, on va dire à l'ancienne. Je vous rappelle que ce site ici, c'est le site avec l'ancienne méthode. Si j'ouvre un article ici, voilà, nous avons ici tous les éléments de publication, catégorie, etc., étiquette, image mise en avant. Tous ces éléments maintenant sont recensés ici dans l'onglet Documents de la barre latérale. Nous avons état et visibilité, les catégories, les étiquettes, l'image mise en avant, etc. Donc là, je ne m'attarde pas là-dessus. On reprend en fait l'existant. Ensuite, nous avons l'onglet bloc. Si je le sélectionne, il va me dire qu'aucun bloc n'est sélectionné. Par contre, si je sélectionne un bloc ici, il va me donner les caractéristiques du bloc, à savoir ici un paragraphe. Si je clique sur l'image, il va me donner les caractéristiques de l'image. Si je veux revenir sur le document, je peux cliquer soit sur l'onglet document ici, ou bien dans une partie vide du document, comme ceci. Là, je suis revenu sur l'onglet document. Si jamais maintenant je clique dans un bloc pour entrer en mode édition, à ce moment-là, l'onglet va basculer de lui-même sur bloc. Ici donc dans cette partie, il faut bien faire attention, on va pouvoir régler deux parties différentes, à savoir les éléments communs qui concernent le document et les éléments particuliers qui concernent le bloc sélectionné à l'instant T. Comme nous l'avons dit au début de cette vidéo, nous allons nous consacrer uniquement aux blocs de type paragraphe et image dans ce premier tutoriel afin de bien appréhender le fonctionnement de Gutenberg, mais il faut savoir que pour tous les autres types de blocs, le principe restera le même. Pour le bloc de texte, nous avons des pré-réglages. Donc je vais ici sélectionner
ce bloc de texte. Je vois donc ici l'onglet bloc activé. Et là, nous pouvons régler la taille du texte de deux façons différentes, soit à l'aide de ces 4 boutons, ou bien à l'aide de ce curseur. Si j'utilise les boutons, par exemple, si je clique sur le bouton L pour large, je vais voir que la taille du texte augmente. Si je prends XL, elle va augmenter encore plus. Et si je prends Medium, elle va se réduire, et Small aussi. Il faut savoir que là, si nous inspectons le code ici, nous avons du style en ligne qui est rajouté par Gutenberg, nous le voyons ici. Si je prends par exemple L pour large, la police va passer à 36 pixels. De la même façon, nous pouvons faire varier la taille du texte, alors uniquement pour le bloc en cours bien sûr, à l'aide de ce curseur. Et là je vois aussi que ça fait augmenter la taille avec une balise style locale. Donc je vais effacer ce que j'ai fait en cliquant sur réinitialiser, ça me permet de revenir aux valeurs initiales. Il y a une nouveauté intéressante au niveau de Gutenberg, c'est que maintenant la lettrine est incorporée. Vous voyez ici qu'on a une rubrique lettrine. Si je clique sur ce bouton ici, il va transformer la première lettre de mon paragraphe en une lettrine, ce qui donne un aspect visuel très intéressant. Nous pouvons vérifier ce que donne cette lettrine au niveau du site frontal. Alors je vous rappelle encore une fois que les modifications, ici je ne les ai appliquées qu'au niveau du bloc. Vous voyez que si je change encore une fois la taille du texte, ça s'applique uniquement au bloc sélectionné, on est bien d'accord. Donc je mets à jour ici mon article, je vais sur le site frontal, je retourne à la page d'accueil ici, et je vais ouvrir l'article que je viens de modifier, et donc voici la lettrine qui s'affiche. Alors bien sûr c'est en fonction de la quantité de texte qui existe, etc. Là il faudrait peut-être un peu plus de texte pour que ça rende mieux. On peut examiner le code si on veut, comme ceci. Et là, on va se rendre compte. Donc, ici, j'ai un paragraphe qui s'appelle As Drop Cat. Et si je regarde au niveau du style, je vais trouver ma classe CSS ici, donc le paragraphe avec la classe As Drop Cat. Et si je survole ici le lien de ce style.css, je vais me rendre compte en fait que c'est du style CSS qui est injecté directement par Gutenberg. Donc ça, c'est important pour la conception des thèmes. C'est que apparemment maintenant, Gutenberg met son petit grain de sel, puisque la lettrine, c'est lui qui la gère au niveau du CSS. Donc ça, il faudra, si vous êtes développeur, sûrement en tenir compte dans le futur. Je reviens ici dans l'éditeur Gutenberg, je resélectionne, si ce n'est pas déjà fait, mon paragraphe ici, et je vais voir aussi que j'ai une deuxième zone de réglage ici. Alors je vais escamoter celle-ci pour faire de la place et je vais déployer réglage de couleur. Ici nous avons dorénavant la possibilité de régler la couleur d'arrière-plan ainsi que la couleur du texte. Donc au départ Gutenberg nous propose une série de boutons colorés. Alors je pense que les couleurs qui sont proposées ici pourraient se changer plus tard avec du code lors de la conception du thème. Mais là apparemment ce sont des couleurs qui sont proposées par Gutenberg. Si vous voulez le vérifier, il suffit simplement de cliquer avec le bouton droit et de faire examiner l'élément. Et là, vous allez voir que vous avez une classe qui s'appelle Component Color Palette. Et si vous allez fureter un petit peu ici dans le CSS, vous allez vous apercevoir que le fichier impliqué est un fichier de Gutenberg. Donc c'est bien Gutenberg lui-même qui, pour l'instant, fournit ces couleurs. Donc si vous cliquez sur un bouton de la première série, par exemple ici le bouton doré, eh bien le bloc sélectionné va prendre la couleur d'arrière-plan sur laquelle vous avez cliqué. Et le bouton ici deviendra évidé. Vous pouvez créer une couleur personnalisée en cliquant sur le bouton qui est ici, le sélecteur de couleurs personnalisées. Alors lorsque vous cliquez dessus, il va prendre comme base la dernière couleur sélectionnée et vous pouvez éventuellement en modifier les caractéristiques ou bien simplement changer de couleur. Par exemple comme ceci. Et une fois que vous avez déterminé votre couleur, vous cliquez en dehors du sélecteur, comme ceci, pour valider la couleur. Vous pouvez faire la même chose en ce qui concerne la couleur du texte. Alors là, je vais faire exprès de choisir volontairement une couleur similaire au fond, comme ceci, un autre vert. Et là, vous vous apercevez que Gutenberg a un outil très intelligent
qui va vous mettre en garde si vous optez pour des combinaisons de couleurs qui n'offrent pas un contraste suffisant. Donc ça c'est intéressant, ça vous remet un peu en place. Car le problème de ce genre d'outil, c'est qu'on risque un peu de faire n'importe quoi. Et surtout, dans un certain sens, on pourrait peut-être même détruire la charte graphique d'un thème. Donc là, encore une fois, c'est une chose qui va faire bondir les développeurs. Mais c'est comme ça, il va falloir faire avec. Et je pense qu'il faudra bien briefer les utilisateurs et éventuellement ici autoriser certaines couleurs et même pourquoi pas supprimer ce bouton. Je ne sais pas si c'est possible, mais probablement que ça pourra l'être au niveau du développement. Mais en tout cas, si vous faites des associations de couleurs qui ne sont pas assez contrastées, à ce moment-là, il va vous le rappeler à l'ordre. Ici, ce que je peux faire, c'est changer la couleur du texte, par exemple avec ce gris très foncé, et à ce moment-là, mon message de mise en garde va disparaître. À partir de maintenant, après avoir sélectionné des couleurs, si je replie ici cette section de la palette, je vais conserver quand même un indicateur qui me donne la couleur d'arrière-plan et la couleur du texte. Je vais revenir ici et je vais effacer ce que j'ai fait pour revenir à la situation par défaut. Ensuite, ici, nous avons une section qui s'appelle Avancée et qui, dans ce cas, nous permettrait de rajouter une classe CSS à notre bloc. Par exemple, ici, je peux taper ma classe à moi, comme ceci, et je clique en dehors de la zone pour sortir de ma création. Je fais mise à jour. Et maintenant, si j'examine l'article à nouveau, donc je rafraîchis ici pour recharger la page, et si je survole ici pour examiner cet élément, je vais voir qu'il a la classe supplémentaire, ma classe à moi. Et là, ça me permettrait d'ajouter du style supplémentaire. Ça serait sûrement mieux de faire ça que de changer le texte, comme on a vu tout à l'heure, avec du style en ligne. Mais donc ça concerne le développeur. Et vous, si vous étiez utilisateur, à ce moment-là, le développeur vous dirait, pour faire ceci, à ce moment-là, vous rajoutez cette classe ici. Voilà à quoi ça sert. Donc cette zone avancée, on va la retrouver pratiquement sur tous les blocs. Chaque bloc pourra être personnalisable par une classe CSS spécifique. Maintenant, nous allons étudier les paramètres associés au bloc de type image. Si je clique ici dans mon bloc image, je vais voir ici au niveau de l'onglet bloc tous les paramètres qui lui sont associés. Avant de faire ceci, nous allons revenir en arrière sur l'ancienne version, c'est-à-dire la version qui ne fait pas intervenir Gutenberg, donc qui utilise l'ancien éditeur de contenu. Avant, quand je voulais rajouter une image, je cliquais sur le bouton « Ajouter un média ». Ici, je sélectionnais mon image et je devais sélectionner la taille dans laquelle l'image devait s'afficher. Et je pouvais aussi déterminer si j'associais un lien à l'image et vers quoi ce lien pointait. Donc ça, je le faisais au moment de sélectionner l'image. Donc ici, je ferme. Je reviens dans l'éditeur Gutenberg et je vais me positionner ici comme si j'insérais une image à nouveau. Et lorsque je vais insérer une image désormais, ici, je ne peux plus choisir la taille de l'image ni la destination du lien qui lui sera éventuellement attaché. Ce choix va se faire après. Donc j'annule ici. Au passage, je supprime ce bloc qui ne me sert pas. Je reviens sur l'image, ici, et je vois que toutes ces sélections maintenant sont venues ici dans l'onglet bloc. La taille de l'image ainsi que le réglage de lien. Concernant notre bloc image sélectionné, nous avons donc la possibilité ici de modifier, créer ou compléter le contenu alternatif, c'est-à-dire la balise Alt, qui est très utile pour les moteurs de recherche. Donc cette zone, il ne faut absolument pas la négliger, c'est très important ce que vous allez mettre à l'intérieur. Ensuite, nous allons pouvoir choisir la taille de l'image ici, dans cette liste déroulante. Donc l'opération se faisait avant, au moment d'insérer l'image. Désormais, elle se fait une fois que l'image est insérée. Et nouveauté, si je déploie ici, nous avons toutes les tailles définies qui sont disponibles. Alors je vous rappelle que si je retourne encore une fois ici, dans l'ancienne version, je clique sur Ajouter un média, je sélectionne une image, et si je déploie la liste des tailles, je vois ici que dans tous les cas, j'aurai miniature, moyenne, grande et originale si ces images existent. Et ici, dans notre cas, j'ai deux tailles supplémentaires. Elles sont là parce que je les avais déclarées avec du code. Je m'explique ici dans le thème
au niveau du fichier function.php, j'avais déclaré 3 tailles d'images supplémentaires, à savoir up, medium, true, up, medium, false et front slider. Et d'autre part, je lui ai demandé par l'intermédiaire de ce filtre ici, de rajouter 2 éléments à la liste déroulante des choix d'images. Donc ces 2 lignes ici que vous voyez, medium large et medium plus, ce sont les lignes que nous retrouvons ici, medium large et medium plus. Si je n'avais pas introduit ce code avant dans l'ancienne version, je n'aurais en fait que 4 lignes ici. C'est ce que me proposait WordPress au départ. Par contre, maintenant, apparemment, il propose toutes les versions qui existent. Puisque je vois ici que j'ai même Up Medium True, Up Medium False, Front Slider, Medium Large. J'ai toutes les versions sont disponibles. Donc ça, c'est une bonne chose parce que désormais, on aura toutes les versions. Alors peut-être que bien sûr, par l'intermédiaire de ce filtre, il sera possible d'en enlever ou pour proposer une liste plus réduite. Donc ça sera à voir après dans le développement. Une fois que notre image a été sélectionnée par sa dimension en tant que pré-réglage ici, ces dimensions en pixels vont s'afficher dans cette zone ici et aussi ici, et nous aurions éventuellement la possibilité de les modifier, soit par des facteurs de pourcentage comme ceci, ou alors carrément en changeant la taille ici. Alors là, si je tape 150, apparemment il ne respecte pas le ratio. Donc dans tous les cas, moi je vous déconseille fortement de passer par ces valeurs, parce que cela va rajouter des attributs de dimension dans la balise image, et ça risque de fausser le code, etc. Donc moi je vous déconseille vivement, en tant qu'utilisateur, d'utiliser cette zone. Donc je fais réinitialiser. Le mieux, si un besoin existait pour une taille spécifique d'image, ça serait de développer ici une taille d'image qui correspond au résultat voulu. Donc dans tous les cas, moi je déconseillerais fortement de jouer avec ces valeurs. Ensuite, nous avons les réglages de lien. Nous pouvons associer un lien à l'image et nous pouvons décider vers quoi ce lien va pointer. Donc avant ça s'appelait lié à, maintenant ça s'appelle lié vers, mais la fonction est restée la même. Donc je clique ici sur la liste déroulante, je peux faire soit aucun, si je veux que l'image n'ait aucun lien associé. Je peux choisir le fichier média, la page du fichier joint, ou bien une URL personnalisée, comme avant. Mais par contre, j'ai constaté une petite différence. Alors je vais revenir encore une fois ici sur le site ancienne méthode. Je vais insérer une image, donc celle-ci, je vais dire que je vais lier à fichier média, comme ceci. Donc je fais insérer dans l'article, l'image est ici, je mets à jour. Donc je reviens sur le site ici, ancienne version, sur l'accueil, je retrouve mon article qui est ici. Et là je vais cliquer sur l'image maintenant. Donc là, ici, la lightbox va m'afficher l'image grand format, on est d'accord. Donc je ferme, je reviens dans l'interface, je reviens dans les paramètres de mon image. Donc je vais devoir l'éditer maintenant. Là, je vous rappelle que je suis dans l'ancienne méthode. Maintenant, je vais lier à page du fichier joint. Je mets à jour. Je mets l'article à jour. Je reviens ici. Je rafraîchis. Je vais recliquer sur l'image. Et j'obtiens le même résultat. Donc, c'est ce qui se passait avant. Je peux fermer ceci. Maintenant, je vais revenir dans mon éditeur avec Gutenberg. Je vais lui dire ici de choisir le fichier média pour lier à mon image. Et je vous fais remarquer encore une fois, ici j'ai pris l'image médium large. Maintenant je mets à jour l'article. Je reviens sur le site. Je rafraîchis ma page avec CTRL F5. Et maintenant je vais cliquer sur l'image. Et là je vois qu'il m'affiche une image réduite. C'est-à-dire il m'affiche exactement la même image. Je ferme. Je reviens dans l'éditeur. Et maintenant, je vais lui dire de lier à la page du fichier joint. Je mets à jour. Je retourne sur le site. Je rafraîchis. Je vais cliquer à nouveau. Et là, je m'aperçois qu'il m'affiche l'image grande version. D'ailleurs, je peux le vérifier ici en effectuant un clic droit et en affichant l'image dans un nouvel onglet. Donc, je vois ici avec l'URL que j'ai l'image originale. Si je reviens
J'aurais dû le faire tout à l'heure, mais je vais le refaire pour mieux vous montrer. Si je reviens ici sur Fichier médias, que je mets à jour, que je reviens sur le site, donc je ferme ceci, je rafraîchis la page de force, je reclique sur l'image, je refais un clic droit pour afficher l'image cette fois-ci, et là je vois qu'il m'affiche l'image 768 par 500, donc il m'affiche l'image médium large. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il faut savoir que désormais, à moins que ça soit corrigé dans le futur, si vous choisissez ici de lier au fichier média, il va afficher l'image qui est sélectionnée ici. Si vous choisissez de lier à la page du fichier joint, il affichera, alors bien sûr, là on est dans la situation où on a un plugin Lightbox qui prend le dessus, hein, bien sûr. On n'est pas dans le cas de la page du fichier joint native, hein. Bien sûr, j'ai oublié de vous le dire au départ, j'utilise un plugin qui affiche l'image dans la page. Apparemment, on a cette modification. Si vous voulez que la page grand format soit affichée lorsque vous utilisez une Lightbox, il faudrait à ce moment-là prendre page du fichier joint. À moins que ça change dans le futur. Car je vous le rappelle, Gutenberg est encore en cours de développement. Il faut savoir aussi qu'au départ, l'accueil a été très critique au niveau de Gutenberg. Il est possible que maintenant, il y a quand même un revirement, il va falloir s'y faire puisque ce système va être imposé dans le prochain WordPress. Les gens vont s'y mettre petit à petit. On peut penser que les développeurs, les utilisateurs vont faire des remarques et que éventuellement des choses seront corrigées. Pour l'instant, on ne le sait pas, on est encore dans une étape de développement. On va passer rapidement sur ces deux poignées ici qui nous permettent de redimensionner l'image. Vous voyez, si je clique sur une des deux poignées et si je déplace la souris, je peux redimensionner l'image. Et les dimensions sont changées ici. Mais il faut savoir que c'est toujours l'image qui est choisie ici qui sera affichée. C'est simplement l'affichage de l'image qui va être réduit. Alors moi, je ne suis pas partisan de tout ça. D'ailleurs, si vous faites réinitialiser avec ce bouton, ça remet les dimensions, mais ça ne rajoute pas l'image. Enfin, c'est pas très clair, vous voyez. Donc moi, dans ce cas-là, je préfère rechoisir une autre image et revenir sur l'image pour réinitialiser les choses. Ensuite, au niveau de l'image, nous avons la possibilité de l'aligner ici avec les boutons qui sont fournis dans la barre d'outils locale. Si je clique sur le bouton éditer, je peux simplement changer l'image. Avant, on pouvait changer les paramètres, maintenant on peut que changer l'image, donc là, j'annule. Par contre, je peux cliquer ici ou là pour déplacer le cadrage de l'image. Alors, cela sera plus évident si on prend une image plus petite. Par exemple, je vais prendre la médium. Donc là, si je l'aligne à gauche ou à droite, il faut faire attention parce que le texte du paragraphe contigu va s'aligner autour. Vous voyez qu'ici, en fait, on a un bloc paragraphe et notre image va venir se mettre dedans. Donc il faudra faire attention au niveau du CSS que tout ça soit bien cadré pour ne pas avoir d'ennui. Si je la remets au centre ici, le bloc va retrouver sa place tout seul. Il existe avec Gutenberg deux nouvelles façons d'aligner l'image qui vont s'appeler Align Wide et Align Full. Ici, nous ne les voyons pas parce que avant cela, nous devons faire une opération au niveau du thème pour activer ces deux nouvelles méthodes de cadrage. Je retourne dans le fichier function.php. Je vais me repositionner ici au niveau de la zone de setup, là, la fonction lgmax setup. Et ici, voilà, c'est ici. C'est la fonction add theme support. Et ici, nous devons prendre en compte l'option align wide. Donc je vais décommenter cette ligne ici, comme ceci. Je vais enregistrer mon fichier function.php. Et maintenant, si je rafraîchis ma fenêtre ici, désormais maintenant nous avons deux boutons supplémentaires, Align Wide et Align Full. Alors au niveau de la traduction, ils se sont trompés, puisque vous voyez qu'ils ont mis pleine largeur ici et pleine largeur là. Alors qu'en fait, ce sont deux options différentes. Alors je pense que c'est un problème de traduction momentané qui sera résolu prochainement. Pour mettre ce cadrage en évidence, je vais reprendre une image large. Et maintenant, ici, si je clique sur ce bouton, je vais pouvoir mettre l'image en pleine largeur. Et si je clique sur celui-ci, ça va être carrément la largeur de la fenêtre. Donc là, encore une fois, il faudra que l'image ait des dimensions suffisantes, car imaginons que vous prenez la vignette, si vous la mettez en pleine largeur,
et votre image elle va être pixelisée, ça va pas être beau. Il faut faire ça avec une image qui a une taille suffisante. Donc je reprends la large, je le mets en full wide, je vais mettre à jour. Par contre, ici au niveau de mon thème, ça ne va pas être pris en compte. On le voit de suite, parce que mon thème ne prévoit pas les paramètres CSS qui vont avec. Donc lorsque l'on fait ceci, il faut que le thème soit adapté à cette fonction. Mais cette fonction existe et il faut le savoir. Lorsqu'on choisit une de ces deux fonctions ici, donc soit align wide ou align full, on voit au niveau de l'onglet bloc que les paramètres de l'image ne sont plus disponibles. Parce que, apparemment, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le CSS prend le dessus. Mais si vous voulez modifier les dimensions de l'image, ou les caractéristiques, il faut repartir ici sur un centrage ordinaire ou latéral, comme ceci. Et là, vous allez faire réapparaître les données concernant l'image. Pour finir cette séquence, on va aussi regarder en bas l'onglet avancé. Donc je replie ici les réglages de l'image, les réglages du lien, et au niveau de l'onglet avancé, nous avons exactement la même chose, c'est-à-dire que nous pouvons rajouter aussi une classe CSS additionnelle. Donc maintenant, nous avons vu globalement comment se régler les paramètres de bloc, paragraphe et image. Alors j'en reste volontairement à ces deux exemples pour ne pas compliquer le tutoriel, puisqu'on a déjà dépassé les 30 minutes, je ne voudrais pas que ça dure 3 heures. Donc maintenant, pour terminer, on va créer rapidement un article à partir de rien pour voir comment ça se passe et on conclura ce tutoriel. Donc je retourne ici, après avoir sauvegardé mon article bien sûr, dans la liste des articles et je vais cliquer sur Ajouter pour créer un nouvel article avec Gutenberg. La méthode est simple, je clique ici dans la zone Ajout de titre et je vais taper le titre de mon article. Je vais attendre un petit peu et je vais examiner ce qui se passe en haut de la fenêtre. Et voilà, je vois qu'il a enregistré le brouillon. Si je clique en dehors de la zone de titre et si je reclique dans le titre, je vois maintenant qu'un permalien a été créé. Pour l'instant, c'est le permalien de base. Ce n'est pas un permalien en fait, puisque mon article n'est pas encore publié. Il n'a pas calculé le permalien, mais il a enregistré l'article apparemment en tant que brouillon. Et lorsque nous aurons publié l'article, ici cette partie de l'adresse sera remplacée par le permalien, à condition bien sûr que nos permaliens soient configurés de telle façon dans les réglages. Dans ce cas, nous sommes sortis du mode de saisie en cliquant dans une partie vide du document. C'est ce que je vous conseille de faire en temps normal. Si je reviens ici dans le mode de saisie, je fais comme si je venais de saisir mon titre. Je peux appuyer sur la touche Entrée pour continuer ma saisie. Ici, je n'ai fait que taper du texte, donc il a considéré que je voulais entrer un nouveau paragraphe. Je peux continuer la méthode en appuyant sur la touche Entrée à nouveau. À ce moment-là, je suis dans la position d'insérer un nouveau bloc. Par contre, je peux ici, avec le bouton plus, sélectionner le type de bloc que je vais ajouter, si je ne veux pas mettre un paragraphe, puisque par défaut, il va considérer que je veux rentrer un paragraphe. Si je clique par exemple sur le bouton plus, je vais pouvoir choisir un type de bloc. Je vous rappelle que ici, on a décidé dans ce premier tutoriel de ne se consacrer que sur les paragraphes et les images, donc on ne va pas voir tous les autres types de blocs pour l'instant. Je vais ajouter une image par exemple. Donc là, je vais cliquer sur bibliothèque de médias pour aller la chercher directement dans la bibliothèque. Je vais prendre par exemple celle-ci et je vais sélectionner. Et mon image va s'insérer. Arrivé ici, si j'appuie à nouveau sur la touche Entrée, je vais me repositionner en insertion de nouveau bloc. Si je ne veux pas créer de nouveau bloc, il suffit que je clique en dehors de mon bloc dans une zone vide de mon document. Car si j'appuie sur la touche Entrée comme ceci, et que ensuite je clique sur une zone vide du document, je vais laisser ici une zone de bloc vide qui risque de me générer un paragraphe vide inutile par la suite. D'ailleurs, je peux venir ici le supprimer. Là, pour l'instant, mon article contient une partie de texte, une image. Je peux cliquer sur la touche I. Alors là, le problème, j'ai déjà constaté, en fait, apparemment ça bug un petit peu, puisque là, il me dit que j'ai 3 paragraphes alors que j'en ai qu'un. J'ai déjà constaté ça. Alors, est-ce que c'est un bug? Est-ce que ça va être corrigé sûrement? Pour l'instant, ça paraît pas très fiable, mais je pense que par la suite, ça deviendra plus fiable.
Une fois que mon article est prêt, je peux cliquer sur le bouton publication pour l'enregistrer. Donc je dois d'abord cliquer une fois sur publication pour rentrer dans les paramètres de publication. À ce moment-là, je peux éventuellement modifier les paramètres de visibilité, comme on pouvait le faire avant. Ça, c'est pas nouveau, ça n'a pas changé. Je peux aussi choisir une date de publication ultérieure. Par défaut, il va sélectionner la date et l'heure courante. Donc si je ne modifie aucun de ces deux paramètres ici, je peux maintenant cliquer sur le bouton publier pour publier mon article. Une fois que mon article est publié, la zone ici, la barre de publication reste active. Je n'ai plus accès à ma barre latérale qui comprenait le document et le bloc. Si je veux faire réapparaître ma barre latérale, il suffit que je ferme ici la zone de publication en cliquant sur ce bouton et ma barre latérale va réapparaître. Ici, nous avons un message de résultat qui nous indique que l'article a été publié correctement. Par contre, il faut se méfier ici avec cette barre, c'est que si je clique maintenant sur le titre, le message sur fond vert va me masquer la barre d'outils du titre. Alors, vous voyez bien que si je la supprime ici, voilà, j'ai une barre d'outils qui était masquée. Et maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment, du fait d'avoir enregistré mon article, je vois que le permalien contient le nom de l'article. Alors ça, c'est le cas justement, simplement parce que ici au niveau des réglages et du permalien, je l'ai défini ainsi, le nom de l'article. Et d'accord, ça dépend de vos réglages. Donc je reviens ici. Nous avons créé un article simplement. Dans un article déjà créé, nous pouvons insérer des nouveaux blocs de trois façons différentes. La première façon, lorsque nous sommes à l'intérieur d'un bloc, ici à la fin d'un bloc, nous pouvons, avec la touche Entrée, parvenir à la création d'un nouveau bloc, comme ceci. Je sors du bloc. Ensuite, nous avons une deuxième méthode pour insérer un bloc avant n'importe quel bloc. Il suffit de survoler le bloc et de se rapprocher de la ligne supérieure du cadre. Et nous allons voir un bouton plus ici. Alors je vais le faire par exemple avant l'image. Donc je vais me mettre ici. Et là, je vais saisir un bloc avant l'image. Je sors de la création en cliquant dans le document. Et ensuite, nous avons une dernière méthode ici avec ce bouton plus ici qui va ajouter un bloc à la fin du document. Quand nous allons cliquer sur ce bouton, nous allons devoir choisir le type de bloc. Là, je vais reprendre paragraphe et le paragraphe va se créer à la fin du document. Voilà. Il reste ici deux boutons que nous n'avons pas encore explorés. Le bouton défaire et le bouton rétablir. Je peux annuler étape par étape les opérations que je viens d'effectuer. Par exemple, si je clique sur ce bouton, je vais annuler la création de mon paragraphe. Si je clique encore une fois, je vais annuler la création du bloc. Si je reclique, je vais annuler la création du bloc plus haut. Et si je veux rétablir les opérations, je peux cliquer sur ce bouton devenu actif qui s'appelle rétablir autant de fois que nécessaire pour revenir en avant dans la chaîne des opérations. Je vais mettre à jour mon article. Maintenant, je vais revenir dans la liste des articles. Et rappelez-vous, je vous ai promis au début de vous montrer ce qui se passait pour les articles qui avaient déjà été écrits dans la version précédente, donc la version sans Gutenberg. Donc je vais prendre cet article ici, je vais l'ouvrir. Donc c'est un article qui a été écrit avant et qui est géré par Gutenberg en tant que bloc classique. C'est-à-dire qu'il a pris tout le contenu de l'article, on le voit ici, et il a mis tout ça dans un seul bloc. Donc je peux cliquer ici. Il va me dire que j'ai un bloc qui s'appelle classique. Il me dit c'est l'éditeur classique de WordPress sous forme de bloc. J'ai exactement les mêmes fonctionnalités plus ou moins qu'avant. Le contenu de mon article est dans ce bloc. Je peux, si je veux, le transformer en bloc Gutenberg. Il suffit que je clique ici dans le menu latéral sur le bouton convertir en bloc. Et à ce moment-là, il va me créer autant de blocs que d'éléments qui correspondent à des blocs. Alors désormais, maintenant, j'ai un bloc paragraphe ici. Ici, je vais avoir un bloc galerie. Il a converti la galerie en un bloc galerie. Et je vais avoir des blocs paragraphes à la suite.
Le bloc galerie, on l'explorera dans une vidéo ultérieure. Je peux cliquer dessus. Je peux déjà vous montrer qu'il y a une avancée intéressante. C'est que, bon là je ne vois pas tellement parce que j'ai un nombre pair d'images, mais si par exemple je choisissais d'afficher 4 images par ligne, je vois qu'il se débrouille à cadrer les deux dernières. Et il y a une nouvelle option aussi qui s'appelle recadrer les images, elle a qui été activée. Si je la désactive, je vais avoir les images avec leur ratio, qui ne sont pas tous les mêmes. J'ai des images carrées, j'ai des images rectangulaires. Si je clique sur recadrer les images, il va s'arranger pour que les images s'affichent correctement dans la galerie. Donc là, je passe très vite là-dessus. Ça fera l'objet en principe d'un prochain tutoriel. Je vais mettre à jour l'article. Je vais revenir sur le site. Je vais remonter ici sur la page d'accueil. Je vais aller chercher l'article qui était... je vais aller le chercher dans le blog ici. Voilà, le voilà. Et donc je vois que ma galerie s'affiche beaucoup mieux. Et je pense, je vais le vérifier en examinant le code, que c'est encore une fois Gutenberg qui a pris le contrôle. Il a mis une classe WP Block Gallery. Si je vais la chercher ici, encore une fois, voilà, je m'aperçois que c'est encore Gutenberg qui a pris le dessus. Donc, il faudra se méfier de tout ça quand vous créez vos propres thèmes, pour savoir si vous allez forcer vous par-dessus avec votre CSS ou pas. Enfin, tout ça, c'est vraiment, ça reste à faire. Voilà, alors on va pas aller plus loin au niveau de la galerie, on va rester là, puisque je vous avais promis que ce tutoriel se concentrait sur les paragraphes et les images. Donc nous avons fait à peu près le tour. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que ça vous donne une première approche de Gutenberg. Ça vous montre aussi les choses qui ont changé. Ça vous montre aussi ce qu'il va falloir se préparer en retour. Il va falloir sûrement modifier tous les thèmes. Moi, pour ce qui me concerne, je ne vais pas me précipiter à mettre à jour vers la version 5 quand la version 5 va sortir, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de problèmes avec certains plugins. Donc je pense que je resterai dans l'ancienne version. Mais bien sûr, on se doit de se préparer à la révolution Gutenberg. Donc il faut vraiment rentrer dedans. Et je vous donne pour cela rendez-vous dans les prochaines vidéos. Et j'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur Gutenberg. Et que vous allez petit à petit l'aimer. Car au début, vraiment, lorsque Gutenberg est sorti, les avis étaient très négatifs. Je pense que c'est en train de se renverser tout doucement. Et encore une fois, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est l'avenir de WordPress. C'est comme ça que ça va marcher dans le futur. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.